Bonjour Leïla. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ton parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de femmes, des femmes qui cherchent éventuellement leur voix, une voix qui a du sens. Et pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu d'où est-ce que tu viens, quelles sont tes origines, tes racines? Eh bien écoute, moi je viens d'un milieu modeste, un milieu simple, une maman infirmière, un papa médecin vérificateur dans le bâtiment. Et j'ai grandi en région parisienne, à l'ouest parisien. Et si on refait un petit peu ton parcours, quels étaient tes rêves de métier enfant? Alors, enfant, je voulais être institutrice Hmm. et adolescente, je voulais être chef d'orchestre. Oh, waouh! Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? T'as fait de la musique? Alors, j'ai fait beaucoup de musique pendant longtemps. Instit, je me suis dit, bah ouais, mais j'avais peur de m'enfermer. J'ai Hmm. découvert l'assistanat qui a été ma voie, mon départ professionnel, Hmm. et où il y avait un côté de communication qui me plaisait beaucoup, ce qui a été Hmm. finalement un fil conducteur. Et puis alors, chef d'orchestre, bah, si tu veux, moi dans mon milieu, c'était pas un métier, ça se faisait pas. Et si j'avais été chef d'orchestre, c'était pas pour diriger, mais c'était vraiment l'harmonie, tu vois. Un instrument plus un instrument, ça te fait un truc waouh. Et finalement, aujourd'hui, l'harmonie, c'est la quête dans ma mission. Donc, on le Génial. retrouve. Tu vas nous en parler un peu plus. Et donc, quels ont été tes choix d'orientation au niveau du bac ou même avant quels ont été tes choix et pourquoi? Alors, mon choix, ça a été d'aller tout de suite vers quelque chose de très professionnalisant, de concret. Moi, j'avais besoin de concret et du reste, je continue à apprendre avec du concret. C'est mon fonctionnement. Donc, tout ce qui est abstrait, théorique, ça ne matche pas. Ce qui fait que j'ai choisi un BTS assistante de direction Hmm. parce qu'il y avait la communication et l'aide et l'accompagnement. Tu vois, il y avait un fil rouge hein, qu'on va Mhm. tirer après. Donc ça a été un choix et c'est vraiment, même si j'ai fait le bac G à l'époque, tu sais, le dinosaure, qui était le bac poubelle de Michel Sardou, hein, qu'on a fait une chanson. Euh, ouais, sérieux. Donc en fait, j'ai fait le bac poubelle, mais par choix. Puis un BTS assistante de direction, par choix aussi. Donc c'était vraiment, voilà, la communication au cœur de l'assistanat. Donc Hmm. voilà comment j'ai démarré, comment j'ai avancé dans mes choix d'études. Oui, dans tes choix d'orientation. Et quels Ouais. ont été ensuite tes premiers pas au niveau du monde professionnel? Alors, premier pas, ça a été un poste de secrétaire, un peu à tout faire, dans un Hmm. syndicat patronal du travail temporaire. Et quand je dis un peu à tout faire, c'est pas péjoratif du tout. On était sept et en fait, je faisais tout, de la gestion, de la trésor, de la compta, de la communication, du secrétariat. Enfin, vraiment, ça a été un côté couteau suisse qui m'a Hmm. bien lancé. Sauf qu'au bout de 4 ans et demi, bah, tu sais, t'es sept, t'arrives, t'as le couloir, direction à gauche, salle de réunion à droite et le secrétariat. Et tu reviens de vacances, tu fais j'étouffe, j'ai envie d'un peu plus grand, quoi. Donc, j'ai cherché un autre poste et j'ai basculé à la Française des Jeux. Hmm. Waouh! C'était en quelle année? C'était en 96, 3 janvier 96. Waouh! Voilà. Et quel Donc, était... Oui. Ah. un poste d'assistante responsable département pilotage de gestion. Hmm. Donc, avec voilà, une envergure plus grande, avec des responsabilités plus importantes. Et j'ai usé, je sais plus, trois, quatre chefs dans ce domaine-là, tu vois, pour à la fin être d'accord tous ensemble pour se dire que, bah, en fait, j'étais assistante sur le papier, mais que je faisais pas de l'assistanat. Donc, je faisais un peu. En fait, mon boss me disait s'il fallait te remplacer, il faudrait une moitié contrôleur de gestion junior et une moitié assistante de communication. Il dit, tu comprends que c'est quand même un peu antinomique dans le profil. Voilà. Et à ce moment-là, il y a eu une piste des appels du pied côté RH qui n'ont pas abouti pour plein de raisons. Je passe là-dessus, ça serait trop long. Hmm. Mais ça a jeté une petite graine RH qui a mûri, qui a fait son petit bonhomme de chemin. Et puis, bon, à partir de là, il y a eu différents métiers parce que j'ai eu de la chance d'avoir des boss intelligents qui ont vu, comme le disait ma RH à ce moment-là, qu'il y en avait sous le pied, humblement, mais c'était le cas. Et je suis passée d'assistante à cadre, donc project manager d'entreprise, hein, corporate, euh, roadmap, pilotage projet, mettre des règles dans une entreprise où bah, le robinet à l'époque il coulait, hein, tu vois. Voilà. Et puis, PMO entreprise, à un moment, je me dis, mais je fais quoi avec tout ça? Je commence à comprendre que quand on recrute, on prend des profils ingénieurs bac+5 process qualité. Je fais, mais attends, mais moi j'ai un BTS assistante de direction, c'est quoi le fil? C'est quoi? Je fais un bilan de compétences. Et là, la conclusion, c'est mettre
l'humain au cœur de mes compétences. Comment? Chargé de com, chargé de formation, chargé de dev RH. Mais je voulais pas partir de la Française des Jeux. Donc je vais voir le DRH adjoint, je lui raconte ma petite histoire, le bilan, le machin, le tintouin, et il me fait oh, écoute, c'est super, mais nous on n'a rien pour toi. Bon, ben, j'ai un truc au commercial. Je fais mais non. Voilà. Et le responsable de la com qui était dans la direction de la transfo, de la direction des ressources humaines, RH transfo comme interne, me dit j'ai un truc pour toi. Et là, je lui dis mais bon, la com. Il dit non, non, j'ai le feu vert pour lancer le premier réseau social interne à la FDJ. Et il dit c'est toi que je veux. Et je fais oui, mais moi je viens d'un entretien où je voulais aller côté RH. Il dit oui, mais ils t'ont dit oui. Non, ils m'ont dit non. Je fais ok. Il dit viens et t'auras mis un pied côté RH. J'ai fait le premier réseau social interne. J'ai fait le deuxième. Et puis, au gré d'une réorganisation, je m'étais formée en parallèle au coaching. Je suis allée voir mon DRH préféré. Je lui dis, l'humain au cœur de... Voilà, le coaching au service des clients en interne. Il dit, laisse-moi finir mon orga et je te fais une place côté RH. Et voilà. Et donc, tu as été au niveau RH pendant combien d'années? Alors, ça n'a pas duré longtemps, Hmm. puisque je suis rentrée officiellement, on va dire, en janvier 2018. Hmm. Et septembre 2018, donc 9 mois après, le temps d'une grossesse, tu sais, c'est mon petit rythme de gestation, hein, voilà. Euh, je me dis, ben, c'est chouette, mais alors, pour comprendre, on avait un périmètre Hmm. d'entreprise, j'avais 200-250 têtes hein, dans mon giron, avec tout ce que peut embrasser la fonction RH, recrutement, formation, gestion, Hmm. mobilité des carrières, etc., sauf les affaires sociales. Donc, on était des mini DRH. Donc, c'était très large. Donc, ça pouvait être... L'idée après, c'était de passer un cap, hein, tu vois, de devenir adjoint, machin. Et je réalise que ce qui me passionne le plus, c'est l'accompagnement. C'est un manager qui m'appelle en me disant, il y a Gertrude qui vient de péter un câble dans mon bureau, je comprends pas pourquoi, je lui donne une augmente, elle fond en larmes, tu peux venir. Une collaboratrice qui va pas bien, et là, gyrophare, bleu, bleu, bleu dans les couloirs, j'arrive, et là, je m'éclate. D'accord? Hmm. Le recrutement, on va dire que c'est l'étape d'après, c'est sympa. Mais le côté aiguilleur du ciel, où je me dis, mais en fait, j'ai un talent, j'ai un talent, il va falloir que je... Tu sais, c'est comme The Voice, hein, je te veux dans mon équipe, et bah toi, non, c'est pas que t'es mauvais, mais ciao. Ça, Ouais. ça vibrait pas trop. Et alors, tout le reste, l'admin, les formations, les codes machin à rentrer, les trucs, mais t'as pas rentré le truc dans la bécane. Je suis payée pour rentrer un truc dans une bécane sans être... Mais voilà, moi, je voulais accompagner, et là, j'ai compris. Wow. J'ai compris que c'était l'accompagnement. Donc, il a fallu que j'arrête de faire l'autruche. Donc, septembre, ça mûrit, tu vois, un Hmm. peu. Sauf que là, je trouve plein de raisons bidons, dont le Joker, mon mari, va pas être d'accord. Parce qu'il fallait bien quand même un bouc émissaire dans mon incapacité à m'avouer, voilà, à faire mon coming out professionnel, tu vois. Et donc, forcément, c'était très bien de me dire qu'il serait pas d'accord. C'était quand même plus facile. Jusqu'au moment où une copine coach m'a dit, ben, déjà parle-lui de ton projet, puis tu verras bien ce que j'ai fait pour te la faire courte. Et quand j'ai commencé à en parler, il m'a dit, bah, tout à l'heure, ça se voit que tu t'éclates pas. Ah, ok. Bon, et à partir de là, ça a été très vite. Donc, tu vois, 1er janvier, je rentre côté RH. Le début janvier 2019, repas d'équipe. Et là, ma boss qui nous dit, bon, les filles, j'ai regardé vos propositions de réorganisation de l'équipe, répartition des charges parce que c'était déséquilibré. Donc, Marie-Laure, je vais te passer un nouveau périmètre. Et là, quand elle me dit ça, tu vois, je suis en train de manger et j'ai une barre dans l'estomac, quoi. Donc, je fais une pirouette, je donne le change en disant, ah bon, bah ok, ouais, je vais te passer la DRH en plus. Alors, périmètre pourri, hein, parce que quand tu es la RH de ta direction, comment te dire, quand il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, il va voir le DRH. Donc, c'est un truc complètement foireux. Mais en dehors de ça, un périmètre en plus, c'est plus d'admin, donc moins d'accompagnement. Hmm. Donc, en décembre, je prends conscience de ça. En janvier, on m'en rajoute une couche. Je fais, ça va pas le faire. Le 7 janvier, j'ai ma dernière journée de formation coaching. Les dominos sont tombés les uns après les autres. À 18 heures, j'étais diplômée. J'avais même pas percuté que c'était la dernière journée, mais voilà.
18 heures, je suis diplômée. Dans la journée, j'ai annoncé que je vais être coach et que je l'annonce le lendemain en entretien annuel à 10 heures à ma boss. Ça tombait, bah, voilà, comme ça. Et le lendemain, je l'ai annoncé et je partais au mois de juin. Donc c'était une rupture conventionnelle, hein. Rupture conventionnelle, ouais. Hmm. Et donc tu t'étais formée dans le coaching, dans quel domaine de coaching? Alors, en fait, c'était une formation qui était proposée et créée par Shin Lanzmann, qui avait 15 ans, 20 ans d'expérience. Shin, c'est entre guillemets, un dinosaure du coaching, hein. Et j'avais choisi Shin parce que les écoles, il y avait deux choses. Il y avait un côté conceptuel dans certaines approches qui ne me convenaient pas. J'ai jamais eu une cliente qui m'a dit, mais Marie-Laure, mais ce qu'on vient de faire, qui a conceptualisé ça? Imagine le truc, c'est en fait, moi je veux aller mieux, je veux avancer, je m'en fous de savoir qui a écrit que c'est Carl Jung enfin voilà. Donc ça ne me convenait pas. Je trouve que ça manquait d'outillage Hmm. derrière. Moi je voulais toujours le concret, tu vois, c'est vraiment mon Hmm. mode de fonctionnement. Et je voulais travailler la posture. Hmm. Parce que quand je me suis formée, j'avais, ça va être trop dur que de ouais, plus de 20 ans de vie pro, tu vois, à être au service, à être assistante, à créer, à trouver des solutions, à régler des problèmes. Quand tu es coach, c'est pas ce qu'on attend de toi. Donc je savais qu'il y avait un travail de posture à travailler, d'accord? Posture et outils. Donc j'ai fait, bah non, l'école machin, l'école bidule, non. Moi, Hmm. c'est Chine que je veux. Et on a travaillé la posture, la posture. Et je peux te dire que ne pas être assise au banc de ma chaise, les coudes en avant, prête à bondir à la moindre question pour aller aider l'autre, il m'a fallu 3 journées pleines pour être en écoute, être en accueil. Hmm. Et alors après, c'est les outils. Bon, voilà, les outils des années d'expérience. Et dans ma manière d'apprendre, ça peut paraître fou, hein, mais tu vois, quand on était en bocal et qu'on pratiquait, je la voyais pratiquer, j'avais l'impression d'être collée à elle et de ressentir, d'entendre, de voir tout ce qu'elle ressentait. C'est comme ça que j'ai appris. Je le vois aujourd'hui humblement dans des coachings, hein, quand on me dit, mais où est-ce que tu as appris tout ça? Je fais, ben voilà. Hmm. Donc, il y a eu cette formation, Hmm. vraiment sur le coaching, la posture. Après, je me suis formée à l'IFOD, quand même, j'ai un tampon sur le coaching d'équipe, hein, ça fait bien, tu vois, il y a un tampon de l'IFOD derrière. Et puis, de fil en aiguille, bah, je me suis certifiée au MBTI, je me suis formée aux constellations systémiques et familiales. Et la dernière formation qui a été un cap dans les profils que j'accompagne, on y reviendra après, je crois, c'est le money profil, voilà, pour accompagner sur la relation à l'argent. C'était notre Hmm. sujet. Voilà. Super. Et donc ça fait combien d'années maintenant que tu accompagnes des personnes? Ça fait 6 ans. 6 ans. Il faut que je compte sur mes doigts. Ça doit faire. Oui, je crois, 6, 7. Et est-ce que tu sais combien de personnes ça représente? Waouh! Alors, il y a un moment, tu comptes, et puis il y a un moment, tu arrêtes de compter. J'ai C'est souvent cette des. réponse. La dernière Ouais, fois, c'est une sage-femme qui m'a dit 150 naissances, après j'ai arrêté. ben, c'est ça. Alors, je sais que c'est plus d'une centaine, ça c'est sûr. Waouh, Et j'ai arrêté de compter après la centaine, effectivement. Tiens, ça serait amusant, faudrait que je regarde. Donc, ouais, intéressant c'est des heures à d'accompagnement. regarder. Ouais. Et c'est quel type de profil que tu accompagnes? Alors, au début, j'étais beaucoup sur la reconversion professionnelle. C'est ce qui s'est Hmm. mis sur mon chemin parce que ça faisait miroir avec mon Hmm. histoire professionnelle, un petit classique du genre. Le réseau faisant, LinkedIn faisant, j'ai rencontré des entrepreneurs. Ça Hmm. s'est mis sur mon chemin. Et là, ça a été une révélation, tu vois. Donc, il y a l'accompagnement manager, dirigeant aussi, mais l'entrepreneur dans sa posture, dans ses peurs, dans ses doutes, dans voilà. Pas comment faire ton business plan, c'est pas mon cheval de bataille, tu vois. Donc, ça s'est mis, voilà. Donc, ah bon, tu peux m'aider là-dessus? Ouais, ça fait partie du métier de coach, ok. Et de rencontre en rencontre, je rencontre la fondatrice du Money Profil. On échange, mais de manière, tu sais, le café Zoom, sans attente derrière, sans rien du tout. Et je lui explique que j'accompagne des entrepreneurs. Elle me dit, ah bah c'est amusant parce que moi j'ai créé un outil, je vais le faire développer, je vais faire une appli. Ok, elle me montre et je fais, waouh, oh, c'est génial ce que tu as créé. Donc, de fil en aiguille,
Elle me dit, mais si ça t'intéresse, ah bah, je dis, moi, pour les entrepreneurs, ça pourrait être canon. Bah, elle dit, je vais monter ma première promo de coach. Voilà. Elle revient avec sa première promo. Je vais au bout de l'anecdote parce que tu vas voir, c'est quand même pas piqué des hannetons. Euh, et euh, elle me dit, bah voilà, donc tu fais ton monnaie profil, je t'accompagne et après je te forme. Et ça, c'est un prix early bird, ça fait, j'ai oublié le prix, tu vois. Et là, oups, oups. Donc je fais une pirouette. Et je lui dis, ouais, mais écoute, j'ai du mal à me projeter, à voir ce que je vais en faire concrètement. En fait, juste, moi, je me dis, mais c'est trop cher. Donc, j'ai botté en touche. Elle me dit, mais attends, mais je comprends, je te laisse avancer. Tu veux que je revienne pour la promo 2? Je suis, ouais, ouais, genre, allez, laisse-moi. C'est très bien. Elle revient avec la promo 2, qui était plus Early Bird, qui était Bird, Early, je sais pas comment on dit. Enfin, qui était le bon prix, tu vois. Et là, je fais, gloops, gloops, moteur deuxième. Je lui dis, bah écoute, envoie-moi une proposition. Je savais plus trop, tu vois, comment me dépatouiller du truc, hein. Et le hasard fait que ma soeur m'appelle, hein, et en gros, pour te la faire courte, elle me dit, mais tu peux te le payer ou pas? Je fais, ben, plusieurs fois, oui. Elle fait, bah, qu'est-ce que t'attends? Elle dit, tu te rends compte de cette mine d'or que tu vas avoir entre les mains? Non, je crois pas, mais oui, je te crois. Oui, enfin, ouais, je l'appelle, ok. Voilà. Je l'ai fait pour moi. Ça m'a mis la tête à l'envers, la tête à l'endroit. Il y a eu un avant, il y a eu un après, clairement, dans ma vie pro, ma vie perso, hein, juste sur le rapport à l'argent. Ça m'a permis de construire une offre, de l'intégrer. Et donc, tu vois, dans le cheminement, Hmm. aujourd'hui, même si j'accompagne toujours des managers, des dirigeants ou reconversion pro, parce que j'adore ça, du coup, la reconversion pro, il peut y avoir un axe, c'est souvent le frein. Je sais ce que je veux faire, mais j'ai peur. Ben, c'est le rapport à l'argent qui vient bloquer. Oui. D'accord? Et donc, c'est d'aller faire sauter les verrous, parce qu'autrement, combien de personnes font des bilans de compétences, j'aime pas trop le mot, mais des projets de reconversion qui n'aboutissent pas? Hmm. C'est parce que tu as ce truc derrière qui te bloque. Juste mécanique. Voilà, et donc j'accompagne quand même plus des entrepreneurs, des associés sur leur rapport à l'argent, sur pourquoi j'y arrive pas alors que tout le monde y arrive. Attends, tout le monde, des fois du fantasme, hein, mais voilà. Donc c'est devenu quand même mon sujet moteur. Voilà. Et quelles sont les transformations qui t'ont le plus marqué? Ou est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué ou une anecdote par rapport à tes accompagnements sur ces différentes Sur les différents casquettes de profil. casquettes ou sur toutes ces années, j'ai envie de dire? Alors, je crois que même si ce que je vis aujourd'hui à travers la relation à l'argent, parce que du coup, quand tu apaises, quand tu comprends que tu apaises et tu transformes, c'est ce que je découvre au rythme des accompagnements, c'est que tu apaises bien plus que ta relation à l'argent. Ta relation à l'argent, elle trouve sa source dans ta famille, dans ton histoire, d'accord? Dans le Hmm. transgénérationnel aussi. Ce qui fait que quand tu apaises bien souvent une relation avec un membre de ta famille. Et ça, moi, quand j'ai le retour, mais j'ai les poils au garde à vous, quoi. J'ai des histoires, mais magnifiques, magnifiques. Hmm. Donc aujourd'hui, c'est ça que je vis à travers cet accompagnement, mais il y a quand même une histoire qui restera gravée, mais c'est ce que je dis, moi je l'emporterai dans ma tombe, tu vois, hein. C'est vraiment, c'est un homme, trentaine d'années, et de toute manière, il témoigne, il m'a toujours dit, tu peux donner mon 06 si tu veux, je suis prêt à raconter tellement ça m'a changé ma vie. Il est né avec deux orteils à un pied. D'accord? Donc, ce qu'on appelle l'enfant malade, protégé, couvé, etc., etc., et qui vit dans la peur de tout. Donc, on démarre l'accompagnement, il me dit, bah voilà, moi j'ai besoin d'un coaching parce que j'ai peur de tout. Ok, donc je questionne un petit peu. Je lui dis, mais ça, il y a eu un élément déclencheur. Ah, il dit, ah non, mais c'est depuis que je suis même pas consciente, depuis que je suis née, tu vois. Et là, je lui dis, écoute, je suis pas sûre que je sois la bonne personne pour t'accompagner là-dessus. Je pense qu'on est vraiment plutôt de l'ordre d'un accompagnement thérapeutique. Et dire non, non, moi je veux pas aller voir un psy, je sais pas pourquoi je suis sûre que tu peux m'aider. Je lui écoute, vu qu'il y a plusieurs axes dans ton objectif, on va commencer par l'objectif professionnel. Donc j'ai oublié certaines étapes, tu vois. Et à un moment, il y a le sujet des pieds qui émerge. Et j'utilise une pratique, hein, c'est-à-dire de faire venir sa mère. Il dit, mais je vais pas parler à ma mère, je lui dis, non, on va faire un jeu de rôle. Et il dit à sa mère tout ce qu'il lui a jamais dit. Je te le fais de manière très très courte. Il termine la séance en larmes en me disant, t'inquiète pas, c'est du soulagement, c'est de l'apaisement. Je le sens. Et, merci de le dire. Il dit, bon, alors du coup, je fais quoi là maintenant?
Je fais quoi d'ici la prochaine fois? Ah, je dis, ah, mais là, tu fais ce que tu veux. Tu vas courir, tu vas crier, tu vas dire j'aime la vie, tu prends un arbre dans tes bras. Je dis, tu fais ce que tu veux. Il dit, c'est tout. Je dis, va, vis, Il cours, revient. fais ce que... Il revient. C'était avant le week-end de Pentecôte, de je ne sais plus quelle année. Hmm. Le mardi, il m'envoie un message en me disant, faut que je te raconte un truc. Il dit, ce week-end, j'étais chez mes parents. Il faut savoir que personne n'avait jamais vu ses pieds à part sa mère, son père, sa femme et son fils. Il dit, moi, je vais à la plage, je mets mes pieds dans des trucs de piscine, là. Je cache mes pieds dans le sable. Enfin, voilà, je ne montre pas mes pieds. Il dit, je suis arrivée, je discutais avec ma mère. Ben, en fait, je lui ai dit tout ce que je t'ai dit en séance. Mais il dit de manière complètement apaisée, c'est sorti, mais comme ça. Alors, il dit, elle a pleuré. Ah, je dis, bon, bah, chacun son tour, hein. Et puis, ça m'a fait du bien. Il dit, je crois que ça lui a fait du bien. Et puis, il y avait plein de copains qui étaient là. Il y avait un anniversaire et tout. Bah, il dit, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai enlevé mes chaussettes et je suis allée jouer pieds nus au foot dans le jardin. Ma mère m'a dit, non, mais là, par contre, ça, je suis pas prête. Elle dit, mais maman, ça m'appartient plus. Il dit, maintenant, c'est plus un sujet. Il a été jouer au foot dans le jardin. Et l'été suivant, il m'envoyait les pieds nus sur la plage et en train de prendre l'apéro sur la table. Waouh, Ça, c'est, tu vois, quand je le raconte, j'ai encore c'est dans le ventre, tu vois. Et il a fallu ouais, une séance. la puissance de tes accompagnements. Voilà, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Il y en a eu d'autres, mais c'est tout Bien un sûr, on ne podcast pourra pas dessus. faire la Mais liste. c'est ça. Mais ça, c'est, je crois que, voilà. Et C'est, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui n'ose pas, donc à des personnes qui sont dans la situation où toi, tu as pu être avant de devenir coach et où ça va pas. Ils ont cette barre au ventre, à l'estomac, mais ils y retournent. et ouais, Tant que ça les met pas KO, qu'est-ce c'est que tu ça. peux leur dire? Quel conseil Et en tu fait, peux donner à ces c'est femmes? presque ça. Ça veut dire, est-ce que t'attends quoi? En fait, la vie, c'est comme un boomerang, hein. Tant que t'as pas compris, elle va te le ramener dans, je vais dire le visage pour rester poli. Je ne connais pas tes auditeurs, excusez-moi. Ça revient par la porte, par la fenêtre, Ouais. jusqu'à ce que tu comprennes. Et je pense que quand on fait l'autruche, bah, si le concours d'autruche a amené des révélations et des changements de vie, ça se saurait. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un trouver la réponse dans le sable, la tête dans le sable. Donc voilà, c'est, je pense qu'on est pour faire quelque chose. Et parfois, j'entends comme une gêne, une culpabilité ou une honte de dire, ouais, mais moi, j'ai jamais eu de rêve. C'est J'ai vrai. jamais eu de rêve, donc qu'est-ce que tu veux? Tu vois, il y a un côté, la reconversion, c'est parce qu'il y a un rêve qu'il faut accomplir une mission ou pas, ou quoi. Mais en fait, moi, je vous regarde, là, je sais pas qui écoute, mais j'ai jamais eu de rêve. Bon, si, j'aurais bien aimé être chef d'orchestre. Et je le retrouve aujourd'hui quelque part un peu. Mais, Attends, on ne sait pas, euh, hein? Et on ne sait pas, Marie-Laure. mais, écoute, non, Te mais connaissant, je je crois sais vraiment que que dans peut-être quelques années, elle va me dire, je suis tu chef dis quoi? d'orchestre de la Je te raconte. compagnie. C'est, ouais, des fois, on est dans des milieux où on Hmm, n'a pas de rêve. On n'a pas de rêve parce que ça se fait pas dans le milieu dans lequel on est. Ça hmm, se fait pas au sens, c'est pas possible, hmm, parce que on allie le rêve à la capacité à faire et souvent la capacité financière ou le milieu dont on vient. Donc en fait, euh, ben nous, dans ce milieu-là, déjà, on n'arrivait pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Où tu veux avoir de la place pour des rêves? hmm, Alors du coup, comme tu n'as pas eu de rêve, ou alors que tu as enchaîné tes études parce que tu étais bon. Tu vois, il peut y avoir plein de trucs, mais tu as l'impression que si tu n'as pas de rêve, t'as pas, tu peux pas accéder à une vie professionnelle dans laquelle tu vas t'accomplir et t'épanouir. Et tu peux t'accomplir et t'épanouir dans ta vie professionnelle sans avoir de rêve, parce que finalement, c'est toute mon histoire professionnelle. J'ai fait des choix qu'on vient de partager, qui n'étaient pas des rêves, mais qui étaient des choix et dans lesquels je me suis éclatée. Assistante, je me suis éclatée longtemps. PMO, ça a duré un temps. Réseau social, pareil. RH, pareil. Il y a juste un moment où, quand ça commençait à tordre, à pu être tout à fait et à me dire,
Ouais, pas trop envie là d'y aller. Alors, c'est pas parce que. Alors, des fois, tu peux être fatigué parce que tu as mal dormi et que tu as besoin de 2 jours à parler avec les copines dans le bureau, tu vois, ça arrive à tout le monde. Puis au bout des 2 jours, tu fais ça y est, j'ai eu ma dose, là, je repars. Et quand tu vois que tu as eu ta dose et que tu repars pas, c'est que c'est autre chose. Et d'écouter ce truc-là, et moi, ça a toujours été, donc tu vois, c'était pas un rêve. C'était juste dire, je m'ennuie, ça m'intéresse plus, j'ai fait le tour. Bon, bah, je sors mes antennes. Tiens, il y a ce projet. Ah ouais, ça a l'air sympa, ça pourrait me plaire. Hop, j'y vais. C'est juste de se réajuster un petit peu à chaque fois. Hmm. Et donc, allez-y, je ne sais plus quelle infirmière américaine, je crois, a questionné des gens sur leur vie de mort en disant, c'est quoi ton plus grand regret? Bah, c'est de ne pas avoir vécu ma vie. Alors, on croit en ce qu'on croit. Moi, je pense qu'il se passe d'autres choses après, je sais pas comment, mais je serai peut-être chef d'orchestre dans une prochaine vie. Va savoir, c'est peut-être ça le truc, en fait. Mais en attendant la suite, hein, je profite déjà de celle-là. Hmm. Et c'est pas grave si t'as pas de rêve, en fait. Parce que tu peux prendre du plaisir dans ce que tu fais sans avoir de rêve. Moi, accompagner des personnes, c'était pas non plus un rêve. Tu vois, j'ai du mal à me dire que c'est un rêve. C'était juste, c'est là-dedans que ça a du sens, que je suis le plus utile, que je peux aider et mettre des petites graines d'harmonie dans la vie des gens, parce que je suis convaincue que si tu es en harmonie avec toi, dans ce que tu fais, dans ce que tu vis, bah, mécaniquement, tu as le smile. Donc, du coup, ton entourage pro et perso en profite. Donc, autour de toi, on n'est pas en crispation parce que tu es bien. Donc, déjà, ça respire. Voilà. Puis, du coup, les autres, comme ils respirent à ton contact, bah, ils respirent. Et ça fait boule de neige. Hmm. Donc, si on se réaligne chacun, je sais qu'il y a des mots un peu galvaudés, mais en même temps, ça fait sens, tu vois. Ben, ça serait pas très compliqué d'avoir un monde qui va mieux, en fait, hein. Hmm. Mais un petit peu utopique, peut-être. Merci beaucoup. Merci pour ta confiance. Merci de m'avoir partagé ton parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes, des personnes qui cherchent certainement bah, leur voie, ou en tout cas, peut-être que ça fera résonner des personnes qui cherchent pas forcément leur voie, mais voilà, qui vivent leur quotidien et ça va peut-être semer quelques graines. Merci infiniment, Marie-Laure, pour cet échange. Avec plaisir, Leïla. Et le meilleur pour vous tous et vous toutes.